parler en fait d'un sujet qui a longtemps été mis un petit peu à côté, qui est la pollution numérique, quoi, pour dire les choses clairement. Pendant très longtemps, on pensait que c'était beaucoup plus propre de se servir de notre PC ou de notre téléphone sans trop se poser de questions sur les conséquences que ça pouvait avoir sur notre environnement. Du coup, ça nous est venu, et surtout vous, Inès Leonarduzzi, qui êtes présidente directrice générale de Digital for Planet, c'est votre sujet de prédilection, si on peut dire. Un petit peu, oui. Oui. C'est un sujet qu'on traite depuis maintenant 4 ans. On a réussi à le rendre audible, à faire en sorte que les médias en parlent, que le législateur en parle et que les citoyens en parlent aussi chez eux. Donc c'est important parce que c'est une pollution en fait qui est invisible et le cerveau n'est pas câblé pour ressentir des dangers que les sens ne peuvent pas percevoir. Donc c'est pas une espèce d'immense fumée noire qui sortirait d'une usine qu'on peut voir et qu'on peut objectiver. Et là c'est clairement quelque chose qui est transparent. Et donc c'est très dur de se figurer que le numérique, qu'on a souvent vanté comme une solution éco-responsable, puisse être polluant. Une fois qu'on a dit ça, le numérique est un outil merveilleux. L'idée c'est pas de le dénier mais d'en initier le futur justement. Alors à quel point c'est grave cette pollution numérique? À quel point ça pollue aujourd'hui? Le numérique, c'est 16% de la consommation électrique finale, c'est près de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est énormément d'eau en demande pour refroidir et climatiser les centres de stockage de données. Il y a un chiffre assez fort que je donne dans mon livre qui est pour les simples centres de stockage de données de Californie, il faut l'équivalent en eau de 158 000 piscines olympiques par an. Ouais. Ramener à chaque être humain, c'est 2900 litres d'eau. Toujours par an. Donc c'est important, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Mais aujourd'hui, on accélère nos pratiques, notre confort numérique, mais au prix d'entailles dans le sol et de ressources finies. Alors justement, malgré tout, le sujet monte, il vient, il commence à devenir prégnant pour les citoyens. Mais quels sont les moyens d'accélérer la sobriété numérique et quels sont les plus gros freins à ce mouvement ? Alors, les moyens, ils sont multiples, il y a plein de solutions. D'abord, sur le plan citoyen, c'est d'essayer de travailler sur la valeur énergétique des choses. Il faut comprendre que nos appareils sont précieux, il faut les garder le plus longtemps possible. Donc une fois qu'on a ça, déjà, on freine la fabrication des appareils électroniques, qui est ce qui est le plus impactant sur le plan environnemental. Sur le plan des entreprises, ce qu'il va falloir aussi, c'est garder aussi plus longtemps nos appareils électroniques et puis avoir un management et une mesure de nos pratiques numériques au quotidien, que ce soit sur le cloud, sur les serveurs, le parc informatique, mais également nos usages. Ça, aujourd'hui, on a des éléments pour le mesurer. Et puis, sur le plan législatif, il va falloir aussi aider ces pratiques-là au sein des entreprises, comme l'amortissement, aujourd'hui, qui incite à renouveler sa flotte tous les 3 ans. C'est un énorme problème. Mais les entreprises ne peuvent pas porter toutes seules le poids de la charge que ça représente. Donc, il faut que le législateur, le régulateur prennent part aussi au débat. Et pour les citoyens, c'est pareil. Par exemple, au JO, on a réinvesti tout ce qu'il y avait d'or et d'argent dans les appareils électroniques qui dormaient dans les tiroirs des Japonais pour fabriquer les médailles d'or. Ouais, c'est incroyable, ça. C'est merveilleux. Ouais. Et c'est de ce genre d'exemples et de bonnes pratiques dont il faut s'inspirer aujourd'hui. Mais ensuite, on est tous pareils. On a tous un objet électronique dans la main. On passe l'essentiel de notre vie, l'œil rivé sur le téléphone. Donc, comment est-ce que là, pour le coup, dans le quotidien, on peut peut-être convaincre les citoyens d'une part de lever la tête pour le bien de leurs yeux, mais aussi pour la planète aussi, quoi. Mais c'est une très bonne question et en vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que tout commence dans le cerveau. L'enjeu des enjeux, finalement, la plus grande barrière au développement durable, elle est intellectuelle. C'est de savoir se figurer les risques dont on parle. Aujourd'hui, il faut apprendre la valeur de l'énergie, comme je l'expliquais tout à l'heure, comme on apprend la valeur de l'argent. Ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'en fait, on est devenus des nouveaux riches numériques. C'est-à-dire qu'on dépense cette richesse sans même se poser la question de si on en aura pour demain, si les générations futures en auront aussi. Donc l'enjeu, c'est de se poser la question, puisque c'est très impalpable, c'est quel genre d'ancêtre on a envie d'être. On a envie d'être les bons ancêtres finalement, et comment on veut que les futures générations se rappellent de nous. Et donc c'est en ça où chaque geste et chaque comportement d'aujourd'hui doit avoir du sens. Et à chaque fois qu'on prend une décision et qu'on a un geste envers la planète, il faut se poser la question
quel impact ça aura pour demain? Mais du coup, il faut qu'on mette, je ne sais pas, des compteurs sur nos téléphones pour se dire, ça fait quand même un bout de temps que je suis dessus, où il faut légiférer, je ne sais pas. Alors aujourd'hui, une fois qu'on a dit ça, alors il existe déjà sur certains smartphones des applications qui permettent de réguler un peu le temps passé en ligne. Encore faut-il avoir envie de le faire, quoi. Il faut avoir envie de le faire, mais en vrai, c'est pas ce qu'il y a de plus problématique. Le plus problématique, ce sont vraiment les appareils électroniques en eux-mêmes. Moi, je préfère quelqu'un qui passe du temps sur Google que quelqu'un qui va changer d'appareil électronique tous les ans. C'est vraiment là le plus dommageable. Ça représente l'extraction de minerais, de terres rares dans des pays comme la République démocratique du Congo, comme la Bolivie, comme la région de Mongolie intérieure, à Dalahai plus précisément, des régions où je me suis rendue, où les conséquences écosystémiques sur la faune, la flore, les humains sont déplorables, elles sont terribles. Et en fait, moins on va consommer d'appareils électroniques, moins la fabrication sera forte. Et donc l'offre va baisser. Et de fait, on va laisser la planète se reposer un peu. Ensuite, il faut aussi miser sur l'économie circulaire numérique. On est riche de nos poubelles. Avec tous les appareils électroniques que nous avons qui dorment, on peut récupérer les métaux rares qu'il y a à l'intérieur, les métaux précieux également, parce qu'il y en a, et peut-être relancer une filière de fabrication d'appareils électroniques à partir de matériaux reconditionnés, recyclés et récupérés. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'a pas, parce qu'on est dans une logique du PIB par le flux, et non par le stock. Et c'est cette mentalité-là, c'est ce shift-là qu'il faut savoir opérer. Mais vous avez l'impression que les pouvoirs publics sont conscients peut-être, mais en tout cas ont vraiment l'intention d'agir dans ce domaine, parce qu'on a quand même le sentiment que la consommation et pousser les gens au numérique. Je prends juste un tout petit exemple qui est l'application Covid. C'est-à-dire que bon voilà, je veux dire, on en a besoin, mais c'est une appli. Une appli, ça va impliquer qu'on se serve encore plus de nos appareils, etc., quoi. En effet, aujourd'hui, ce qu'il va falloir, c'est réfléchir collectivement. Ce que je pense, c'est que c'est là où on a un problème, c'est qu'on a des injonctions économiques qui font qu'on est obligé de grandir et grandir et grandir. On a des économistes aujourd'hui qui nous disent qu'il va falloir repenser complètement la manière dont on construit l'économie, ne serait-ce que la finance. La finance verte aujourd'hui a un énorme rôle à jouer sur des enjeux aussi micros que la pollution numérique. C'est comment, en fait, on veut... Aujourd'hui, on essaye de verdir la manière dont on fait de la finance et de l'économie. On met du vert dans des carrés et des ronds, comme dirait un ami Christian Walter, un économiste aussi. L'idée aujourd'hui, c'est de changer le moteur. Ça n'est pas de mettre du vert... En fait, on essaie de mettre du gazon sur du béton. Or, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et c'est là où il va falloir transformer profondément la manière qu'on a de faire société, de faire de l'économie. Mais pour ça, il faut que le citoyen comprenne les enjeux. Donc, il faut davantage l'éduquer sur les leviers qu'on a au niveau de la finance et de l'économie. Il faut que le législateur vienne et les entreprises... Et aussi, parce que quand on dit, en ce moment, depuis le début de la crise, on est tous sur Zoom, sur Teams, et nos spectateurs sont derrière un écran actuellement, et on dit, on va faire des progrès parce que quand on sortira de la crise, on prendra moins l'avion. Oui. Mais on va plus utiliser d'ordinateur pour le coup. Alors on utilisera plus Internet. On n'est pas obligé d'utiliser plus d'ordinateurs. Mais vous avez raison. L'idée, c'est simplement de... Il faut conscientiser il faut absolument conscientiser ce qu'on fait. Et à un moment donné, ce qui est important de comprendre, c'est que il va falloir faire mieux avec moins. Et ça, on va être obligé. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, pour reprendre votre point, le numérique, encore une fois, il ne faut pas le diaboliser. C'est la manière dont on l'utilise qui ne va pas. Vous l'avez dit, pendant le Covid, le numérique a fait des merveilles. Il a permis à des personnes âgées, à des personnes malades de rester connectées avec leur famille. Et ça, c'était primordial. Aujourd'hui, c'est simplement, il faut repenser toute la chaîne de valeur, depuis l'extraction minière jusqu'à son recyclage et à la fin de cycle de vie. Et comment on peut optimiser tous ces points en fait, de la chaîne de valeur pour comprendre combien on va gagner sur le plan de la planète, sur le plan social, sur le plan économique et avoir une nouvelle capitalisation, une capitalisation beaucoup plus vertueuse de ça. Et ça, pour ce faire, on a besoin des citoyens, on a besoin de l'opinion publique, on a besoin des économistes, on a besoin des environnementalistes, on a besoin du législateur, on a besoin des entreprises. Et tant qu'on n'aura pas ce débat tous ensemble, ça va être compliqué. Pour autant, et pour répondre à une autre de vos questions que vous avez posées, le législateur prend la question maintenant à bras ouverts. Il est à l'agenda politique. Il y a eu la feuille de route numérique et environnement. On a eu 2 amendements, même si c'est très pauvre, dans la loi climat et résilience. On peut aller beaucoup loin. On avance tout doucement. À mon goût, pas assez vite.
mais on avance. Et j'ai espoir que, on a 10 ans pour tout changer, et j'espère que d'ici 10 ans et avant 10 ans, on aura des réponses beaucoup plus appréciables, beaucoup plus acceptables. Ok, j'espère qu'on se reverra avant 10 ans pour en parler et qu'on aura fait beaucoup de progrès. Merci beaucoup. Sans doute. Merci infiniment. Merci.